Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve comme d'habitude pour parler films, pour parler séries, pour parler sorties et bien évidemment pour parler plateformes des streaming. Et c'est d'ailleurs de plateformes de streaming dont nous parlons aujourd'hui puisque nous parlons d'une série qui vient juste de débarquer sur Disney+ et qui n'a pas du tout fait parler d'elle. Honnêtement, je suis tombée dessus par hasard sur la page d'accueil de Disney+, j'ai lu la description, j'ai trouvé ça sympa, je l'ai lancé, mais au-delà de ça, c'est pas une série à tête d'affiche comme vous allez le voir, c'est pas une série sur laquelle on a fait de la com, et pourtant c'est une série dont j'ai eu très envie de vous parler sur la chaîne. Nous allons donc parler de Extraordinary, la nouvelle série disponible sur Disney+. Je vous laisse avec le générique et nous on se retrouve juste après. Alors, Extraordinary est une série de type comédie qui est composée de 8 épisodes de 25-30 minutes chacun. Donc on est vraiment sur un format assez rapide, assez efficace, qui fait penser au genre de la sitcom. Elle est disponible chez nous sur Disney+ et aux USA sur la plateforme Hulu. On a d'ailleurs très souvent des productions Hulu qui se retrouvent chez nous sur Disney+, puisque c'est un peu le distributeur français des productions Hulu. Et elle est disponible, enfin l'intégralité des épisodes sont disponibles depuis le 25 janvier 2023 sur la plateforme, c'est-à-dire mercredi dernier. À savoir, histoire de bien poser le contexte avant de commencer, que la série a déjà été renouvelée puisque Disney+ a annoncé le renouvellement de la série pour une saison 2 le jour de son lancement sur la plateforme, donc avant même d'avoir des retours d'audience sur la série. Donc on attend une saison 2 probablement pour l'année prochaine ou l'année suivante. On n'a pas du tout d'informations là-dessus concernant la sortie, c'est confirmé, c'est officiel, cette série aura une suite. Au niveau de l'équipe de production et de la scénarisation, on n'a pas forcément des personnes particulièrement connues. À la scénarisation, nous avons Emma Moran qui est une totale débutante, c'est sa toute première production, c'est son tout premier scénario et il est d'ailleurs très difficile de trouver des informations en ligne sur elle. J'ai rien trouvé sur les études qu'elle a fait avant, son parcours, sur quoi elle aurait travaillé. C'est vraiment sa première production officielle pour le grand public. Et à la réalisation, nous avons Charles Palmer. Charles Palmer, il a un peu plus de bouteilles puisqu'il a travaillé sur quelques épisodes de Poldark, sur quelques épisodes de Miss Marple. Il a également travaillé en 2007 et en 2017 sur la série Doctor Who, mais c'est vraiment des directions d'épisodes par-ci par-là. Il avait jamais dirigé intégralement une saison d'une série, donc c'est un peu également une première pour lui. Et pour le casting, c'est la même chose, on est vraiment sur des équipes très jeunes, très débutantes. L'héroïne, donc l'actrice principale, c'est Maryse Tyrus, j'espère que je prononce bien son nom, qui jouait un rôle relativement secondaire dans le Belfast de Kenneth Branagh l'année dernière. Vous savez, c'était ce film qui était en noir et blanc, très sympathique d'ailleurs. Et sinon, c'était le début de sa carrière, donc c'est seulement sa deuxième production, et elle a un premier rôle, on est content pour elle. On a également Sophia Oxenham qui est apparue dans quelques épisodes, notamment des épisodes de la série Poldark, c'est peut-être là qu'elle a croisé le réalisateur. Et elle a également participé à la série Cursed sur Netflix. Et la fin de notre casting, ce sont des grands débutants, si je puis dire, pour qui c'est le premier rôle important, voire premier rôle tout court au cinéma, avec notamment Luke Rollason et Bilal Hasna. J'ai rien trouvé d'autre sur leur parcours et je trouve ça assez intéressant de voir qu'on est vraiment sur une série qui ne mise absolument pas sur des têtes d'affiche comme je vous l'ai dit. En plus d'avoir très peu de communication, on a vraiment quasiment que des gens qui débutent, entre la scénariste dont c'est la première production et les acteurs, l'actrice principale qui a déjà eu un petit rôle dans un film, et pour les autres c'est un peu leur début. On sent un côté un petit peu bonne franquette et un côté un petit peu naïf innocent dans le casting et dans l'équipe de production et je trouve que ça fait plaisir. En tout cas, j'étais plutôt optimiste quand j'ai vu ça. Si l'on peut en conclure que la série n'est pas attractive pour son casting ou sa potentielle tête d'affiche ou pour ses grands noms de réalisation ou de scénariste, personnellement c'est son scénario qui m'a attirée. Nous sommes dans un monde de super-héros, mais pas un monde de super-héros à la The Boys ou un monde de super-héros à la Marvel où quelques grands élus reçoivent un pouvoir divin qui leur permet de protéger la Terre. Absolument pas, nous sommes dans un monde où tout le monde est super. Et pour ne pas citer les indestructibles, si tout le monde est extraordinaire, autrement dit, personne ne l'est. En fait, dans cet univers, chaque personne se voit révéler un pouvoir à partir de ses 18 ans. Pour la plupart des gens, c'est le jour même de l'anniversaire. Pour certains, ça peut prendre un peu plus de temps et il faut parfois provoquer un petit peu la chance en se mettant dans des situations de stress, etc. Mais chacun se retrouve investi d'un pouvoir surhumain, surnaturel. Alors il y a des pouvoirs assez classiques, la super vitesse, la super vision, la super force, et il y a des pouvoirs un petit peu plus improbables comme l'invocation des poissons. Oui, il y a des gens qui invoquent des poissons. Dans ce monde-là, nous suivons Jen, elle a 25 ans, et Jen a la subtilité un peu triste de n'avoir aucun pouvoir. Ou du moins, pour le moment, son pouvoir ne s'est pas dévoilé, et elle commence clairement à s'inquiéter de cette situation, malgré le fait qu'elle soit 100% soutenue par ses deux colocataires, Carrie qui a un pouvoir assez cool, je vous en dis pas plus, ainsi que son petit copain qui lui se rêve en super-héros, malgré le fait que son pouvoir ne soit pas forcément destiné à ce rôle.
Pour finir le tableau, nous avons aussi évidemment un chat errant qu'ils viennent d'adopter et qui a rejoint la colocation. Voilà un petit peu le petit monde que l'on va suivre et on va en fait suivre les pérégrinations de Jen pour faire face du coup à son manque de pouvoir et à sa quête d'enfin s'en trouver un et de déclencher le déclic qui lui permettra d'enfin savoir qui elle est dans ce monde où tout le monde est extraordinaire sauf elle. Comme toujours, nous commençons par la direction artistique, donc c'est très classique, on n'est pas vraiment sur une direction artistique très cinématographique si je puis dire, on cherche pas à faire des plans incroyables, etc. C'est pas du tout le but, on est plutôt dans un style sitcom, donc ce qu'on appelle la sitcom c'est la comédie de situation, on en avait déjà parlé dans ma vidéo sur She-Hulk. J'ai des souvenirs traumatiques de la guerre qui reviennent. She-Hulk. Je parlais dans ma vidéo sur She-Hulk, mais donc la comédie de situation, c'est une comédie généralement petit budget qui se fait dans quelques décors donnés, qui propose en général des épisodes plutôt brefs, tournés donc autour d'un aspect comédie, généralement familial ou amical. Les grands noms de ce domaine sont évidemment des séries comme Friends ou Big Bang Theory qui ont bercé personnellement ma jeunesse. Ici on retrouve vraiment les codes de la sitcom avec quelques localisations précises, la colocation, les différentes chambres qui composent la coloc, le lieu de travail de Jen, et ensuite quelques lieux qui vont se rajouter en fonction des péripéties des épisodes, mais c'est assez fixe au niveau des décors. Pareil pour la durée d'épisode et pareil pour la façon dont est construit l'histoire avec une volonté d'être dans un comique de situation. Il manquerait presque les rires enregistrés. Donc ça fait un moment qu'ils ne les font plus et heureusement d'ailleurs parce que c'était un peu malaisant les rires enregistrés, mais hormis les rires enregistrés, on est vraiment dans un style sitcom des années 90. Alors très honnêtement, ça casse pas trois pattes à un canard. On n'est pas sur une production cinématographique exceptionnelle ou sérifique exceptionnelle, mais c'est chaleureux. Personnellement, dès le premier épisode, je me suis sentie un petit peu comme à la maison en retrouvant des codes connus, des codes que je peux référencer, même si la déco de l'appart m'a mis très mal à l'aise parce que c'est pas du tout mon style. J'aime quand c'est chargé, mais pas comme ça. Il y a un côté un petit peu bon enfant, bonne franquette, un petit côté où on retrouve des codes que l'on connaît et où il est donc facile de rentrer dans l'histoire. Mais au-delà d'une direction artistique plutôt classique de la sitcom avec des plans relativement fixes et une photographie pas forcément exceptionnelle, nous avons des effets spéciaux. Car oui, nous parlons pouvoir, nous parlons super pouvoir, donc forcément à un moment la série est obligée de nous proposer des effets spéciaux pour mettre ça à l'image. C'est bien beau d'en parler, c'est bien beau de l'intégrer au scénario, mais nous faut qu'on le voit. Et là faut reconnaître que ça fait un peu mal. On est sur des effets spéciaux style les sorciers de Waverly Place des années 90-2000 si vous aviez Disney Channel. On n'est pas sur quelque chose d'absolument incroyable, mais je trouve que ça s'inscrit dans l'ambiance et je trouve que ça s'inscrit globalement dans ce que veut nous montrer la série, quelque chose de pas du tout prise de tête, un petit peu à l'ancienne, un petit peu vintage des années 90, je sais pas si on peut dire vintage pour les années 90, mais personnellement j'ai apprécié. On sent qu'ils se prennent pas du tout au sérieux, on sent qu'ils ont pas du tout misé sur les effets spéciaux et qu'ils en mettent de temps en temps et ils y vont pas trop fort. Quelques-uns passent très bien, la super vitesse, la super force, c'est plutôt facile à faire à l'image donc ça passe très bien. Par contre, par exemple, les gens qui traversent les murs, aïe 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 aïe. Le pouvoir de Carrie passe très bien. Il y a un petit côté scène coupée de Gollum dans les deux tours que j'ai beaucoup aimé. Si vous voyez la série, vous verrez ce que je veux dire. J'ai apprécié ça, ça fait partie des trucs que j'ai bien aimé puisque il joue sur les plans pour jouer sur son pouvoir. À l'inverse des autres où il peut le faire par effets spéciaux, le pouvoir de Carrie étant assez particulier, ils peuvent pas le représenter par des effets spéciaux, donc ils ont choisi de jouer sur les plans, ça c'est plutôt sympa. Sinon, bah oui, il y a des gens qui volent et on sent qu'il y a du câblage derrière, on les voit pas mais on sent qu'ils sont là, les câbles. Et oui, les gens qui traversent les murs, c'est pas ouf. Et oui, l'invocateur de poissons, voilà, le meilleur pouvoir qu'on ait jamais pu inventer. En soi, non, les effets spéciaux sont pas bons, voilà, les effets spéciaux sont pas bons, mais c'est pas ce que tu t'attends à voir dans ce genre de série, et au vu du contexte, au vu de l'ambiance, au vu de la façon dont c'est filmé, au vu de la composition des décors, ça s'inscrit dans l'ambiance, et moi ça ne m'a même pas choqué. En y réfléchissant, je me suis dit, ah ouais, c'était pas ouf. Mais voilà, je suis passée complètement au-dessus parce que pour moi ça faisait partie du package. Dernier point sur la direction artistique, le générique. C'est un point qui va être très rapide, il est ultra court, donc il t'enquiquine pas du tout, il est pas répétitif pour un sou parce que vraiment, je crois qu'il fait 45 secondes, un truc comme ça, donc très efficace, on adore. La musique est super cool, le visuel est très années 90-2000 également, donc on est toujours dans ce code visuel là et il est bien en harmonie avec le reste de l'histoire. Je vais dire efficace et pas cher, mais vous me direz il a pas dû être trop cher, mais je l'ai trouvé efficace, percutant, et puis t'as pas le temps de te dire ah c'est le générique, faut que je zappe, que c'est déjà passé à autre chose. Très bien, parfait, sur un épisode de 28 minutes, tu t'embêtes pas avec un générique de 8000 plombes, c'est pas comme ça que ça marche. Là, voilà, il est bien. Il est bien, il te met le feel good, il est dans l'identité de la série. Comme je vous le dis souvent, un générique, soit il s'inscrit complètement dans l'identité de la série, il permet de savoir où on est dès le premier épisode, dès le premier lancement, soit il est mystérieux et il t'intrigue et il te donne envie de comprendre ce qu'ils ont mis, soit il est construit de façon progressive, c'est-à-dire qu'en fait il y a plein d'éléments dans le générique que tu découvres petit à petit en avançant dans l'histoire. Personnellement, mes génériques favoris, c'est les derniers avec les petits indices, avec un côté escape game où tu recomposes l'histoire plus t'avances dans les épisodes, mais
quand tu n'as pas une bonne idée pour un générique, autant faire un générique ultra simple, ultra efficace, qui reste pas longtemps à l'image, pop pop, hop, on passe à la suite. Dernier point de la direction artistique, c'est l'accompagnement musical. Il y a une playlist digne de mes playlists. Voilà, on va dire ça comme ça. Je ne suis pas du tout une fanatique de musique, si vous avez déjà vu une de mes FAQ ou les entretiens, les interviews que j'ai fait. Je suis pas du tout quelqu'un qui a des goûts particuliers en musique. J'écoute un peu de tout. Je peux adorer une musique de pop et adorer une musique de metal hardcore et adorer une musique de rap. Enfin, je suis un peu multi-genre. J'écoute aussi beaucoup de soundtracks. Bref, c'était la parenthèse personnelle. Et ben cette série, c'est pareil. Il y a une playlist de musique qui balaye des années 60 aux années 2000. C'est ultra éclectique, il y a de tous les genres, il y a I'd Put a Spell on You, que j'aime beaucoup d'ailleurs. Le fameux Head We Roll, popularisé par Project X à l'époque. Si vous étiez jeune à l'époque de la sortie de Project X, vous voyez de quoi je veux parler. Il y a Clap Your Hands de Sia, il y a du The Clash, il y a de la country à des moments qui passent très très bien aussi. Enfin, il y a vraiment de tout, c'est super éclectique. Moi, j'ai trouvé ça hyper agréable parce que c'est dans mes codes, c'est dans mes cordes. Du coup, effectivement, musicalement, la série a pas une identité particulière et bien définie, mais ça colle bien au personnage. On dirait vraiment la playlist de la vie de quelqu'un. En plus, ils utilisent les musiques pour faire parler les situations et faire parler les personnages, comme si la musique était le prolongement de l'action ou des pensées du personnage. Ça fait vraiment tranche de vie musicale, et moi je trouve ça très agréable, ça accompagne plutôt bien l'action, c'est toujours bien posé, et ça donne un certain dynamisme aussi à certaines scènes qui peuvent être un peu plates parce que la caméra est relativement fixe par moment. J'ai trouvé ça très sympa. Alors là encore, ça casse pas trop patin un canard, mais c'est pas le but. Le but, c'est que ce soit feel good et sympathique, et la playlist est feel good et sympathique. Par contre, tant qu'on est sur la bande sonore, si vous voulez déjà voir les parallèles entre les paroles des chansons et l'histoire, je vous recommande de voir la série en VO. Bon, si vous parlez couramment anglais, ce sera pas gênant de passer de l'un à l'autre et de comprendre ce que la musique essaye de nous dire, donc en anglais par rapport au dialogue français, mais globalement, je pense que la série est vraiment pensée pour être vue en VO, surtout au niveau des jeux de mots. Il y a beaucoup de jeux de mots et de blagounettes en anglais qui passent très très bien, et j'avoue qu'à partir du 3e épisode, je me suis interrogée sur comment ils ont bien pu traduire tout ce bazar. Ils l'ont très mal traduit. Ne serait-ce que le nom du chat. Donc je vous recommande sincèrement de voir la série en VO si vous pouvez. Mais soyez curieux, soyez dans l'audace, soyez curieux. Allez voir un petit passage d'un épisode en français au moment où ils disent le nom du chat. C'est horrible. Enfin vraiment, rien que le nom du chat fait que vous devez voir cette série en VO si vous voulez pas être catastrophé à chaque fois qu'ils appellent cette pauvre bête. Non, c'est pas possible. J'ai toujours pensé qu'il était très très dur de traduire de la comédie. C'est beaucoup plus facile de traduire du drame ou des trucs un petit peu philosophico-réflexifs. Traduire de la comédie, c'est très très difficile parce que il y a le comique de situation, et surtout il y a les jeux de mots, le fait qu'un personnage va réagir à ce qu'a dit un autre personnage, les quiproquos, etc. Tout ça c'est très difficile à traduire. Et là, particulièrement dans cette série, j'ai vraiment senti une baisse en niveau d'humour et une baisse en pertinence quand on passe sur la traduction française. Le nom du chat, c'est pas possible, mais il y a d'autres trucs qui sont vraiment assez terribles, donc je vous recommande personnellement la VO si vous pouvez. Bon, regardez en VF, ça reste sympathique. J'ai regardé 2 épisodes entiers en VF pour me faire une idée, ça reste sympa, mais je trouve quand même que l'humour est un peu plus intéressant en VO. L'humour, parlons-en d'ailleurs. C'est le sujet un petit peu complexe de cette vidéo. Il y a des trucs qui sont très très bien, et j'ai sincèrement ri. Donc ça c'est plutôt bon signe, comme vous le savez, je suis quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'humour, moi je suis plutôt dans l'humour noir ou l'ironie. C'est difficile de me faire rire sur de la comédie classique, on va dire, légère, et là j'ai ri, donc c'est plutôt positif. Il y a un côté un petit peu Friends, si vous voulez, avec une espèce de comique de situation entre amis, sur les relations un peu amoureuses, qui est peut-être un peu trop appuyé par moments pour moi, mais on a quand même des situations qui sont assez fun. J'ai ri parce qu'on est sur une série anglaise, et l'humour anglais est très particulier, mais se base principalement sur l'absurde, et moi les situations absurdes, si elles sont bien faites, c'est assez drôle. Et par exemple tout ce qui tourne autour du personnage du chat, j'ai trouvé ça assez drôle parce que c'est complètement absurde. Donc là j'ai ri, mais alors par contre il y a un très gros problème. Il y a un humour qui tourne autour du sexe qui est affligeant. Et en cela ça me ramène aux heures sombres de cette chaîne qui est She-Hulk. Il y a plein de moments où j'ai pensé, je me suis dit ça aurait pu être une blague dans She-Hulk. Autant il y a des blagues un peu sexuelles, un peu obsédées, qui peuvent être drôles, mais vraiment la série est obsessionnel du cul. T'as presque envie de leur envoyer des mails pour leur dire qu'il faut consulter et que Freud a clairement un avis là-dessus. C'est un peu triste, voilà. Et c'est vraiment le gros bémol de la série, cet aspect sexuel surprésent et inutile en plus. Ça n'a rien à faire là. Faire de toi blague un petit peu référencée cul dans une série où justement la fille elle est célibataire et machin tout ça, oui, mais là c'est un peu trop. Et puis on retrouve les mêmes clichés débiles qu'on avait dans She-Hulk, avec que fait une femme célibataire, elle fait du speed dating, elle a des ex
un peu encombrant, dès qu'elle reçoit un message elle sourit comme une couillonne, elle se fait avoir parce que elle est prête à tout pour un mec dans son lit. Non, heureusement qu'il y a plus de développement et de profondeur sur d'autres paramètres parce que ça c'est non. C'est vraiment pas pire que She-Hulk, parce que She-Hulk, la série est entièrement basée sur ce paramètre, alors que celle-ci a beaucoup d'autres points qui sont plus intéressants et qui permettent de valoriser la production. Mais c'est clairement dommage que ce soit aussi peu équilibré en fait au niveau de l'humour et qu'on ait autant de prévalence de l'humour de cul. C'est pas possible. Je ne sais pas si j'ai le droit de dire que sur YouTube maintenant, mais je ne sais pas comment vous le dire autrement. L'obsession pour le dessous de la braguette. Fallait que je vous le dise parce que moi ça m'a un peu affligée. Je suis passée outre parce qu'il y avait plein d'autres paramètres que j'aimais, mais c'est quand même assez affligeant. Disons que si je devais situer un petit peu l'humour braguette dans cette série, je dirais qu'on est entre She-Hulk qui était vraiment ultra vulgaire et The Boys qui est vraiment ultra assumé. Là on n'est pas ultra assumé, mais on en parle tout le temps, mais on n'est pas non plus ultra vulgaire et on ne twerk pas. Merci, c'est déjà ça. On est un peu entre les deux, c'est pas clairement pour me plaire personnellement, je sais qu'il y en a qui apprécient, mais moi, bof. Par contre, s'il y a un autre point commun très intéressant entre She-Hulk, The Boys et cette série, c'est la volonté de déconstruire la figure super-héroïque. Alors ça fait longtemps que le cinéma réfléchit et questionne la figure super-héroïque. Je pense par exemple à la trilogie de Shyamalan avec Incassable, Split et Glass, oui c'est ça, Incassable, Split et Glass qui questionnent la figure du super-héros. Ensuite on a eu des séries beaucoup plus directes dans leur questionnement, comme The Boys par exemple, où là on déconstruit le super-héros en le montrant comme quelqu'un d'obsédé, d'égoïste, voire même de mauvais, à l'inverse complet de l'image qu'on peut avoir des super-héros. Ensuite on va avoir des propositions comme She-Hulk, je sais pas ce qu'ils ont voulu faire dans la déconstruction, je sais toujours pas ce qu'ils ont voulu faire dans She-Hulk, donc on a aussi des trucs plein d'interrogations. On en a tout un tas d'autres évidemment. Je pense à Hancock ou bien à Deadpool notamment, même si c'est que la figure émergée de l'iceberg. Mais cette série s'inscrit, je trouve, dans ce mouvement et propose quelque chose de relativement frais et original pour questionner la figure super-héroïque en faisant de tous des super-héros. Et en montrant qu'en fait le super-héros n'est pas le pouvoir qu'on lui a donné, puisque là on est dans un monde où tout le monde a des pouvoirs et au final c'est presque que des gadgets que les gens utilisent pour faire rire leurs potes ou pour se la péter en soirée, alors même que certains veulent devenir des héros mais ils se rendent compte qu'un pouvoir ne fait pas tout. Et je trouve que la façon dont c'est montré dans cette série c'est plutôt intéressant et plutôt étonnamment subtil par rapport à l'humour bien crasseux qu'on a à côté. Ils vont jusqu'à montrer certains pouvoirs comme des fardeaux et j'ai évidemment pensé au personnage de Malicia dans X-Men qui souffre du pouvoir qui lui a été donné et qui souffre de sa mutation, qu'elle ne voit pas comme un pouvoir mais comme quelque chose de trop lourd à porter pour elle. J'ai trouvé ça intéressant parce que personnellement c'est quelque chose que je voudrais voir un petit peu plus. Questionner la figure de super-héros c'est très bien, déconstruire le super-héros c'est très bien, mais aller au fond des choses et montrer que le héros n'est pas héros parce qu'il est super fort, n'est pas héros parce qu'il est génial ou extraordinaire, mais il est héros pour ce qu'il a à l'intérieur, pour ses valeurs et pour ce qu'il est prêt à faire pour les autres. Je trouve ça super intéressant et je trouve super léger mais pertinent la façon dont c'est abordé dans cette série. Et le plus étonnant du coup, c'est que ça a marché sur moi. J'ai passé un super moment et j'ai trouvé tout ce beau monde très attachant au final. Même s'ils arrêtent pas de parler de braguettes et que ça devient un peu fatigant sur la fin. Autant au début t'es un peu tolérant sur les premiers épisodes, tu dis ouais bon ça va passer. Honnêtement l'humour un peu lourdingue, sur la fin tu commences à en avoir marre. Je pense qu'il faut pas enchaîner les 2 saisons d'un coup. Certes c'est pas subtil, certes c'est pas profond de prime abord, mais il y a quand même un sous-texte dont on va parler. Et puis au-delà de ça c'est très frais et une fraîcheur et une originalité qui est agréable. Tu prends plaisir à chaque épisode à découvrir de nouveaux pouvoirs improbables, à découvrir comment ils s'appliquent à l'espèce de monde absolument bizarre. Alors il faut vraiment suspendre sa crédulité parce que évidemment il y a des gens qui volent dans tous les sens, il y a des personnes qui peuvent se rendre invisibles, t'as l'impression que la loi ne s'est pas du tout adaptée à les accords de Sokovie et tout le bazar, tu les oublies. Et au-delà de ça, je prends aussi plaisir à découvrir ce que les pouvoirs font à certains individus. La colocataire de Jen, Carrie, je l'ai trouvée géniale. L'épisode 7, qui est l'épisode de la royauté, si vous avez vu la série, vous voyez de quoi je parle, j'ai trouvé ça super kiffant. En plus des plans et contre-plans à la Gollum, dont je vous ai parlé, que j'ai adoré. Toute cette histoire assez fun, assez drôle, et puis complètement improbable, complètement absurde, mais à la fois super parlante. Chacune des absurdités et chacune des choses qu'ils mettent en avant ont au final un sous-texte qui nous parle et qui est intéressant. Donc même si de prime abord ça peut paraître caricatural, voire ridicule, voire carrément malaisant, puisqu'il y a vraiment des scènes qui sont malaisantes, tu finis par percevoir épisode en épisode une certaine subtilité, donc déjà une jolie émotionnalité et un joli attachement au personnage, mais surtout une certaine subtilité avec ce fameux sous-texte dont on va parler maintenant, ce fameux message. Là de questionner la figure du super-héros et de questionner qui est héroïque, qui ne l'est pas, qu'est-ce que vraiment être héroïque, qu'est-ce que vraiment être extraordinaire, est-ce que l'ordinaire n'est pas tout simplement lui-même extraordinaire? Question assez basique. Il y a aussi quelque chose de très mélancolique et de très touchant, on va dire, dans cette série,
qui a résonné avec notre réalité actuelle alors qu'elle en est très loin au final. Personnellement, j'ai vraiment vu dans cette série cette espèce de course à être tous spéciaux, à être tous uniques et à vouloir tous le montrer sur la place publique qu'on peut avoir dans les réseaux sociaux d'aujourd'hui, qu'on peut avoir dans cette volonté et cette pression à être toujours la meilleure version de soi-même, être la girl boss, à réussir dans tous les domaines de ta vie, à exceller et à montrer ton unicité, montrer qui tu es, exister constamment sur la place publique en tant qu'un individu ultra unique, ultra exubérant et sans laisser de place à des caractères qui seraient peut-être un peu plus doux, peut-être un peu plus introvertis, simples on va dire dans leur goût, dans leur façon d'être, dans leur façon d'évoluer. J'ai trouvé ça assez durement actuel. À travers le personnage de Jen qui essaye désespérément de montrer que elle aussi elle est unique, que elle aussi elle est là et que elle aussi elle existe, il y a un peu de nous tous qui essayons tous de montrer qui on est et qui sommes tous dans un parcours à la fois d'acceptation de nous-mêmes mais aussi d'acceptation par les autres. Et beaucoup, parce qu'ils ont du mal à s'aimer eux-mêmes, essayent de passer à travers le regard des autres en espérant trouver dans le regard des autres l'amour et l'admiration qui leur permettra de s'apprécier plus. Et tout ça c'est dans la série. Et vous voyez que c'est d'une certaine profondeur, ça reste de la psychologie de comptoir évidemment. C'est quand même intéressant que derrière toutes ces blagues de braguettes, il y ait ça, et ça montre que le scénario en fait était très bien construit, et que cette jeune réalisatrice, dont c'est la première production, a quand même une très belle réflexion, et un très beau développement, dans un truc qui peut paraître hyper ridicule à la base, mais qui au final, au fil des épisodes, nous semble de plus en plus touchant et de plus en plus vrai, et j'ai trouvé ça bien. Donc si je fais mon bilan, au final, j'ai commencé la série, j'étais un peu éplorée. Par l'humour principalement, l'humour braguette, il y a trop de braguettes, faut arrêter, c'est trop pour moi. Je le maintiens même en bilan et même en fin de série, il y en a trop, c'est trop lourd, faut mieux équilibrer l'humour, mais si on dépasse ça, c'est très feel good, c'est assez vrai, c'est distrayant, c'est drôle, le comique de situation et l'aspect absurde est vraiment drôle, l'univers se tient, il faut suspendre sa crédulité évidemment, mais une fois que t'as accepté les règles de cet univers, il est intéressant, il est chaleureux, il y a quelque chose de chaleureux, de bonne franquette, de naïf presque dans cet univers, qui fait que j'ai passé un très très bon moment devant ces 8 épisodes. On est pourtant dans un domaine qui est complètement rebattu, la figure du super-héros, sa déconstruction et son questionnement, et pourtant ils arrivent à faire quelque chose de relativement frais, presque original, qui m'a fait passer un très bon moment. Donc est-ce que je vous recommande cette série? Honnêtement oui. Alors évidemment il faut que vous réussissiez à dépasser l'aspect braguette. Voilà, ce sera pas pour tout le monde je pense, il y en a certains que ça va trop rebuter, mais si vous arrivez à passer outre, vous allez avoir quelque chose entre The Boys et Friends. Ben, honnêtement j'ai trouvé que le mélange était intéressant, distrayant, sympathique et je regarderai avec grand plaisir la saison 2 quand elle sortira. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo sur la série Extraordinary jusqu'au bout. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme toujours, vous le savez, vous pouvez mettre un petit like, ça me fait plaisir et ça me soutient dans ce que je fais. Et évidemment, ça aide au référencement dans YouTube. C'est aussi le cas des commentaires, donc n'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de la vidéo, ce que vous avez pensé de la série si vous l'avez vue, est-ce que je vous ai donné envie de la voir. J'espère sincèrement faire découvrir cette série à des gens qui ne se seraient pas retournés dessus, parce qu'il n'y a pas eu, comme je vous l'ai dit, beaucoup de com, il n'y a pas de tête d'affiche. Donc si je peux vous permettre de découvrir un petit truc feel good, un petit peu pour mettre un petit peu de paillettes dans votre vie en ce début d'année froid, sombre et ténébreux, allons-y. Tant que vous y êtes, et si ce n'est pas encore le cas, vous pouvez également vous abonner, c'est juste en dessous, c'est gratuit, ça fait plaisir et ça vous permet de suivre ce que l'on fait sur la chaîne. Moi, je ne vous embête pas plus, je vous souhaite à présent une très bonne journée, une très bonne semaine, de très très bons visionnages, comme toujours, peut-être Extraordinary sur Disney+, dites-moi si vous vous lancez, ça me ferait plaisir. Surtout, prenez soin de vous et nous on se dit comme toujours, à très très vite. Alors le son, ça a l'air d'être bon. Oups. La lumière, not bad. Bon, on est le matin, je suis désolée. Il est 8h10, donc on est tôt le matin. Et cette vidéo est pour cet après-midi. Oh, c'est le retour de la ASMR de la mousse de lait. Parce qu'on est le matin, du coup j'ai fait mon petit café au lait. Me dites rien sur le café au lait. J'ai pas envie de savoir, j'aime ça, c'est tout. Oui mon doudou, qu'est-ce qu'il y a? Tu veux venir? Viens. Le gentil doudou poilu. Que le gentil ce doudou poilu. Tu te couches? Que je puisse continuer ma vidéo? C'est ça, installe-toi. Je t'aime, mais là c'est pas le moment. On fait câlin tout à l'heure, quand je fais le montage. Allez, assieds-toi. Ah, ça m'a feel-goodé de parler de cette série. Rien que d'y repenser, j'ai passé un bon moment. Et pourtant, ça vole pas haut, hein. Enfin si. Ça vole haut, mais derrière une façade de ça vole pas haut. Je sais pas comment vous dire ça. C'est un oiseau, il est un peu... Ah,
Voilà. Il s'est volé sur de longues distances, mais il se fait passer pour une poule de prime abord, histoire qu'on le bouffe pas. Ah si, on mange des poules. Qu'est-ce que je raconte? Je fasse des réflexions trop poussées. En plus là, j'ai utilisé tout ce qui me restait de neurones. Là, j'ai besoin d'un deuxième café et d'un petit-déj. J'ai pas encore déjeuné. Mais je vous laisse tranquille. Moi, je vais aller faire le montage et essayer de faire en sorte que cette vidéo soit prête dans 3 heures. Ça va être compliqué. Non, je vais essayer de faire au plus vite et j'espère que cette vidéo sera en ligne à 16h, sinon elle sera en ligne à 18h. Ciao!